Il est temps de repenser le leadership. Ici la une. Et aujourd'hui, on va décortiquer un phénomène qui bouscule les codes et redéfinit ce que signifie être un leader à l'échelle mondiale. Accrochez-vous, car ce que fait Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, est tout simplement révolutionnaire. Le phénomène Traoré, quand l'Afrique inspire le monde. Ce leader africain, contrairement à beaucoup d'autres, n'a pas peur de briser les chaînes. Savez-vous qu'il a mis en place une loi qui supprime toutes les factures médicales pour les femmes qui accouchent? Oui, au Burkina Faso, donner la vie est désormais gratuit, parce que la santé maternelle est une priorité absolue. Imaginez un peu l'impact d'une telle mesure sur des milliers de familles. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, à New York, une scène incroyable s'est déroulée. Des manifestants scandaient le nom d'Ibrahim Traoré lors d'une marche contre Donald Trump. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce que cela nous dit sur l'avenir de la résistance mondiale? L'écho d'un nom, de Ouagadougou à New York. Ce qui a commencé comme un simple nom sur une pancarte est rapidement devenu un véritable phénomène politique. En moins de 48 heures, Traoré n'était plus seulement connu des observateurs du Sahel. Son nom résonnait dans les rues de la nation la plus puissante du monde. Et ce n'était pas le fruit du hasard ou d'un simple engouement. C'était le cri de personnes assoiffées de quelque chose de vrai, d'un leadership authentique. L'ascension d'Ibrahim Traoré au rang d'icône aux États-Unis ne vient pas d'un intérêt soudain des Américains pour la politique ouest-africaine. Elle vient du fait qu'ils ont vu en lui ce qu'ils ne retrouvent plus chez leurs propres dirigeants, une clarté morale inébranlable. À une époque où la confiance dans les gouvernements s'effrite, où les politiciens semblent plus intéressés par le pouvoir que par leurs principes, Traoré se démarque. Pas parce qu'il cherche à plaire, mais justement parce qu'il ne le fait pas. Un leader anti-système, le refus de la dépendance. Lorsqu'il a pris les rênes du pays en 2022, Traoré n'a pas fait de longs discours ou cherché les applaudissements. Il a déclaré la guerre à la dépendance, qu'elle soit militaire ou économique. Il a expulsé les forces étrangères, refusé les conditions du FMI, bâti des systèmes locaux de production alimentaire et de transport, et a fermement refusé d'être traité comme un cas de charité par l'Occident. Ce ne sont pas de simples décisions politiques. Ce sont des actes de pure défiance, des ruptures symboliques avec le scénario postcolonial que l'Occident avait imposé aux nations africaines. Les Américains n'y ont pas seulement vu de la rébellion, ils y ont vu un plan d'action, une échappatoire à leur propre spirale d'apathie, de corruption et de désillusion. L'impact sur la diaspora, un miroir de pouvoir. Pour les Afro-Américains en particulier, l'image d'un jeune leader africain tenant tête aux empires a résonné comme une véritable réappropriation. Pendant des décennies, on leur a martelé deux idées, que l'Afrique était un lieu de souffrance et que le leadership exigeait des compromis. Traoré a pulvérisé ces deux mythes. Il a montré au monde qu'un homme noir au pouvoir pouvait être stratégique, combatif, honnête et immensément populaire, sans l'approbation occidentale. C'est là que les premières vidéos ont commencé à devenir virales. Un court extrait de Traoré en tenue militaire, disant calmement aux journalistes « Nous ne sommes pas ici pour mendier notre survie, nous sommes ici pour retrouver notre dignité », a explosé sur TikTok. Des créateurs afro-américains ont monté ces images avec des scènes de manifestations aux États-Unis, de brutalité policière, d'insécurité alimentaire et de gentrification. Le message était clair. Il est peut-être en Afrique, mais il parle pour nous. Peu après, des artistes numériques ont commencé à concevoir des affiches de son visage superposées sur des fresques des droits civiques. Il est devenu le catalyseur d'une conversation que personne n'osait avoir à voix haute. Et si le vrai leadership n'existait qu'en dehors du système, le silence qui parle, l'authenticité d'un leader. Ce qui a rendu Traoré encore plus puissant, c'est qu'il n'a accordé aucune interview aux médias américains. Il n'a pas cherché à séduire le public occidental. Ce silence, cette absence de polissage par les relations publiques, l'a rendu encore plus captivant. Dans un monde de théâtre politique, il est apparu brut, intouché par les machines marketing. Et cette authenticité était magnétique. Son âge, la trentaine, a également joué un rôle. Il donnait l'impression d'être l'un d'entre eux. Pas un politicien de carrière, pas un milliardaire, pas un bureaucrate sans vie, juste un jeune soldat devenu leader qui parlait comme les rues dont il venait. Aux yeux des manifestants, cette authenticité transcendait les frontières. Il ne s'agissait plus seulement du Burkina Faso. Il s'agissait du sentiment que quelque chose avait été enlevé aux gens du monde entier. Une voix, un avenir, un sentiment de contrôle. Et que d'une manière ou d'une autre, cet homme osait le reprendre. En agissant ainsi, il est devenu plus qu'un président. Il est devenu un miroir. Un symbole de ce à quoi ressemble le leadership lorsqu'il naît de la lutte et non du privilège. De l'admiration à l'action, la rébellion se déploie.
Lorsque les manifestants américains ont commencé à scander son nom, ils n'admiraient pas un leader étranger de loin. Ils appelaient à un type de pouvoir différent. Un pouvoir qui ne s'incline pas, ne mendie pas et ne se brise pas. Mais ce qui a transformé ce mouvement d'une simple admiration en action, ce sont les slogans, les chants et les images de rue qui ont inondé les plus grandes villes américaines. Cela a commencé discrètement. Quelques affiches brandies par des étudiants et des organisateurs communautaires. Mais en quelques jours, le nom de Traoré n'était plus un murmure, c'était un rugissement. À Los Angeles, un groupe de jeunes militants a formé une chaîne humaine devant le bâtiment fédéral, brandissant des pancartes. Le Burkina Faso se lève pendant que l'Amérique dort. Traoré a dit non, nous le devons aussi. À Atlanta, des marcheurs portaient d'énormes banderoles avec un portrait peint de Traoré. Son béret militaire, ses yeux intenses, son calme inébranlable. Dessous, 3 mots. Nous nous souvenons de Sankara. Ce n'était pas seulement son image, c'était l'émotion derrière elle. Sa défiance était devenue la défiance du peuple. Dans les manifestations contre les interdictions d'immigration de Trump, la violence policière croissante et l'écart de richesse raciale qui se creusait, Traoré avait été perçu, non par lui-même, mais par le peuple, comme un vaisseau de rébellion. La foule scandait « Bas les pattes sur Traoré, bas les pattes sur l'Afrique ». Ce n'était pas de la performance, c'était prophétique. Un symbole global, l'art au service de la révolte. Des collectifs d'art ont commencé à concevoir des pochoirs haute résolution de la silhouette de Traoré, peints à la bombe en noir sur les murs de Harlem, d'Oakland et même de Miami. Son visage a commencé à apparaître sur des autocollants collés sur les rames de métro, les bancs et les poteaux de signalisation, à côté de slogans comme « Construisons comme Traoré »,« La révolution porte un béret »,« Voilà à quoi ressemble la dignité ». Puis sont venus les slogans les plus percutants, ceux qui visaient non seulement à célébrer Traoré, mais à humilier l'élite politique américaine. Trump craint ce que Traoré représente. Même l'espace numérique n'a pas été épargné. Des montages TikTok, rythmés par des hymnes de protestation, juxtaposaient les discours de Traoré avec des extraits de la pauvreté américaine, de l'injustice du logement et des répressions policières brutales. À ce stade, l'image de Traoré avait brisé le mur du son culturel. Il n'y avait plus seulement des activistes et des étudiants. Des célébrités ont commencé à retweeter ces citations. Mais ce qui a vraiment secoué l'establishment n'était pas le volume, c'était la profondeur. Ce n'étaient pas des gestes superficiels. C'était un appel à une nouvelle norme, une exigence de leadership qui ressemble, parle et se bat pour le peuple. Les slogans n'étaient pas romantiques, ils étaient stratégiques. Les rues n'exprimaient pas seulement un deuil, elles exprimaient des instructions. Les manifestations sont devenues une salle de classe. Les slogans sont devenus des leçons d'histoire. Et à travers tout cela, Traoré est devenu la lentille à travers laquelle les Américains, en particulier les communautés noires et immigrées, ont réexaminé leur système défaillant. L'éveil panafricain, une conscience au-delà des frontières. Le mouvement ne s'est pas arrêté au visuel ou au chant. À mesure que l'élan grandissait, les répercussions politiques ont commencé à frapper Washington. Le système même qui avait autrefois ignoré la résistance africaine s'est soudainement retrouvé dans le collimateur de la comparaison. Dans les briefings politiques, les rapports de renseignement ont commencé à souligner une tendance curieuse. Un leader militaire africain devenait une figure centrale des manifestations américaines. Pour un pays qui avait longtemps ignoré la politique africaine, sauf lorsque cela servait des intérêts d'appropriation des ressources ou militaires, c'était déconcertant. Non seulement parce que c'était inattendu, mais parce que c'était embarrassant. Le récit soigneusement orchestré de Trump, celui de frontières fortes, d'une Amérique sur et d'une domination sur les nations étrangères problématiques, était soudainement défait par un seul homme dont il n'avait jamais prévu de parler. Traoré n'était pas censé faire partie de l'histoire. Mais maintenant, il était l'histoire. Et pire encore, il n'avait pas eu à lever le petit doigt. Le miroir de l'hypocrisie, l'Afrique juge l'Occident. Alors que l'équipe de Trump se bousculait pour justifier l'inclusion de 25 nations africaines dans la nouvelle extension de l'interdiction de visa, les manifestants inondaient Capitole et de pétitions et les bureaux du Congrès d'appel exigeant des éclaircissements. Pourquoi interdisons-nous aux nations de construire leur avenir? Pourquoi ciblons-nous des Africains qui font ce que l'Amérique prétend vouloir? Indépendance, ordre et force. Ce n'était pas seulement de l'optique. C'était une exposition idéologique. Les politiques de Trump étaient confrontés à un exemple vivant et respirant de ce à quoi ressemble le vrai leadership aux yeux du public. Et le contraste était brutal. Alors que Trump promettait de rendre à l'Amérique sa grandeur, les manifestants posaient une question plus précise. Si la grandeur signifie sanction, interdiction et intimidation, alors pourquoi Traoré ressemble-t-il plus à un libérateur que notre président? Traoré était devenu plus qu'un nom.
Il était désormais une référence. Un point de comparaison si accablant que même les démocrates centristes se sont retrouvés maladroitement silencieux face aux questions des manifestants. Pourquoi finançons-nous des bases militaires en Afrique mais ignorons-nous leurs dirigeants locaux? Pourquoi nos médias couvrent-ils davantage les coups d'État africains que l'innovation africaine? Pourquoi interdisons-nous les gens des nations que nous avons contribué à déstabiliser? Ce fut un rare renversement des rôles, un leader africain devenant le miroir dans lequel le monde occidental voyait son échec. Et alors que Trump s'efforçait de reprendre le contrôle du récit, une vérité s'était déjà ancrée dans l'esprit de milliers de personnes. Traoré n'avait pas seulement rejeté le contrôle étranger en Afrique, il avait exposé son hypocrisie en Amérique. Au-delà de la protestation, le but d'une révolution philosophique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que cette résistance s'approfondissait, elle a réveillé quelque chose d'encore plus grand. Une conscience panafricaine s'étendant sur les continents. La prochaine vague n'était plus seulement de la protestation. C'était de l'identité. Pendant des générations, on a enseigné aux Afro-Américains, explicitement et subtilement, que l'Afrique était distante, chaotique et tragique. Les manuels scolaires se concentraient sur la faim et la guerre. Hollywood leur donnait des images de pauvreté et d'incapacité. Les cycles d'information n'émergeaient que pour les coups d'État ou les conflits. Le résultat, une séparation psychologique, une méfiance, même parmi les descendants des esclaves, envers l'Afrique. Mais Traoré a brisé ce récit. C'était un jeune leader africain, sans excuse, qui ne correspondait pas au moule occidental. Il n'a pas supplié le FMI. Il n'a pas prié au sommet du G7. Il n'a pas arboré les sourires polis des diplomates formés par les systèmes coloniaux. Il a affiché la détermination, le feu et la concentration. Et il a parlé dans un langage de dignité, pas de dépendance. Pour la diaspora, en particulier les Afro-Américains, inspirés par MLK et Malcolm, par Angela Davis et Fred Hampton, Traoré était quelque chose qu'ils n'avaient pas vu depuis des années, une réflexion du pouvoir noir qui ne demandait pas la permission. C'est là que les centres communautaires et les centres de jeunesse ont commencé à changer d'orientation. À Détroit, un groupe de jeunes a brisé son programme habituel sur le mois de l'histoire des Noirs et a plutôt organisé un atelier intitulé de Sankara à Traoré. La résistance de l'Afrique n'est jamais morte. Les Afro-Américains ont commencé à s'appeler les enfants de Sankara, les descendants de Traoré, non seulement comme métaphore, mais comme identité. La flamme panafricaine, qui avait été dévastée par des siècles de division, a repris feu. Même dans l'espace numérique, cet éveil a pris forme. Des artistes noirs ont redessiné les flèches africaines avec des couleurs américaines. Des influenceurs de la diaspora ont créé une série comparant les modèles de gouvernance africains aux institutions américaines défaillantes. Des pages dédiées à Black Lives Matter ont commencé à inclure des nouvelles sur les réunions de l'Alliance des États du Sahel, AES. Des hashtags comme Doctrine Reclin Africa et Diaspora to Dignity ont inondé les réseaux avec le nom de Traoré. Mais le changement le plus frappant était peut-être celui-ci. Les gens ont cessé de voir l'Afrique comme un continent ayant besoin d'assistance et ont commencé à la voir comme une source de stratégie. Le Burkina Faso n'était plus l'un des pays les plus pauvres. Maintenant, c'est le lieu qui a construit 500 bus électriques sans aide étrangère. Maintenant, c'est la nation qui a dit à la France de partir et qui est restée forte. Maintenant, c'est la terre qui a inspiré des slogans de protestation à Harlem et à Houston. Ce n'était plus de l'admiration. C'était une revendication. La mission, passer de l'admiration à l'application. La diaspora africaine en Amérique a longtemps cherché à se connecter au continent de manière réelle, non cérémonielle. Mais maintenant, avec Traoré, ils avaient quelque chose de tangible. Pas seulement un leader, mais une direction. Pas seulement de la nostalgie, mais une nouvelle mission. Rétablir les liens brisés entre les continents, non par les institutions, mais par la résistance commune. Et cette résistance n'était plus simplement symbolique. Elle était pratique, politique et puissante. Ce qui nous amène à la dernière question. Maintenant que les champs ont éclaté, les fresques ont été peintes et la diaspora a commencé à se réveiller, où tout cela mène-t-il? Ibrahim Traoré n'a pas fait campagne pour l'admiration mondiale. Il n'a pas demandé à devenir une arme politique lors d'une protestation étrangère. Mais la réalité est que le symbolisme qu'il porte maintenant ne peut pas être ignoré. Dans l'esprit de beaucoup, il n'est plus seulement le président du Burkina Faso. Il est le visage des possibilités, dans un monde plein de fraudes politiques. Mais maintenant vient la partie la plus difficile. Qu'est-ce que les gens font de cette possibilité? À travers les États-Unis, les organisateurs de manifestations commencent à poser des questions plus difficiles, plus fondamentales. Peuvent-ils traduire la défiance de Traoré en action locale?
Les communautés de Baltimore, de Saint-Louis ou d'Auckland peuvent-elles s'inspirer du modèle de production locale du Burkina Faso et rejeter la dépendance aux entreprises? Les écoles des quartiers américains peuvent-elles commencer à enseigner la gouvernance africaine et pas seulement l'esclavage et les droits civiques? Certains essaient déjà. Une coopérative du sud de Chicago construit un projet pilote d'agriculture urbaine inspiré de la stratégie d'indépendance alimentaire du Burkina Faso. À Brooklyn, un festival de cinéma panafricain restructure sa programmation pour présenter l'administration africaine moderne plutôt que le trauma colonial recyclé. Et à Atlanta, une initiative locale lance une série d'études sur Traoré pour explorer à quoi ressemblerait une économie post-aide dans les villes intérieures américaines. Ce changement de pensée est profond. Pour la première fois depuis des décennies, les Africains ne réagissent pas seulement au trauma, mais aussi à la stratégie de l'autonomie. La relation avec l'Afrique n'est plus paternaliste ou abstraite, elle est tactique, intentionnelle. Même politiquement, la tendance s'étend. Les candidats aux conseils municipaux et aux postes locaux dans les centres urbains américains font référence à l'Afrique, non pas comme une victime, mais comme un modèle. Un candidat progressiste à Minneapolis a récemment déclaré « Nous n'avons pas besoin de Wall Street, nous avons besoin de ce que Traoré a, le contrôle de notre nourriture, de notre énergie et de notre terre. » C'est un mouvement culturel sismique et il inquiète l'establishment. Les politiciens occidentaux, habitués à considérer l'Afrique comme un cas de charité, s'intéressent maintenant à comprendre comment un jeune leader africain est devenu une étoile pour les mouvements de protestation occidentaux. Les rapports des groupes de réflexion parlent d'une contagion idéologique, un terme généralement réservé à l'Amérique latine révolutionnaire. Mais ils ont raison d'être inquiets, car ce qui se passe est plus important que la protestation. C'est une rébellion philosophique et c'est une question à laquelle l'élite politique américaine n'a pas de réponse. Si une nation africaine pauvre peut se battre pour son peuple sans s'excuser, pourquoi pas le pays le plus riche du monde? L'exemple de Traoré expose l'hypocrisie inhérente aux démocraties libérales occidentales, l'idée que le changement doit être lent, négocié et toujours respectueux de ceux qui sont au pouvoir. Traoré n'a pas attendu la permission. Il n'a pas écrit de lettres politiques. Il a agi. Et ce faisant, il a inspiré une génération fatiguée d'attendre. Mais il y a aussi un danger. Le symbolisme sans structure s'effondre. Si ce nouvel éveil autour de Traoré devient une autre tendance, des t-shirts et des citations Instagram, il disparaîtra comme tous les autres. C'est pourquoi les organisateurs, les éducateurs et les penseurs s'efforcent maintenant d'ancrer cet esprit institutionnel. Non seulement en se souvenant de ce que Traoré a fait, mais en comprenant les mécanismes de son action. Non seulement en le louant, mais en le répliquant. En substance, l'avenir de ce mouvement repose sur une seule question. L'admiration peut-elle se transformer en application concrète? Parce que si c'est le cas, alors nous n'assistons pas seulement à un moment culturel. Nous assistons à la naissance d'un changement mondial, un changement où le leadership n'est pas défini par la géographie ou le PIB, mais par la clarté, l'espoir et la communauté. Un changement où le Burkina Faso ne suit pas le monde. Le monde suit le Burkina Faso. Les protestations ont peut-être commencé comme une aversion pour Trump, mais ce qu'elles ont révélé, c'est une soif bien plus profonde, de souveraineté, de connexion, de héros qui ne se vendent pas. Et peut-être, juste peut-être, cette soif est en train de rééquilibrer non seulement la politique américaine, mais aussi l'équilibre mondial. Pensez-vous que le nom d'un leader africain puisse devenir un modèle pour le monde occidental? Dites-nous en commentaire. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à la une et appuyez sur l'icône de la cloche. On s'engage à parler de ce que personne ne couvre, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves d'une grandeur africaine souvent oubliée. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo, restez connectés.